Imaginons un champ de bataille du haut Moyen Âge. Dans les rangs marchent des chevaliers lourdement armés dans l'éclat de leur armure de plate, et espèrent que leur coûteuse armure les protégera de tout danger. Soudain, une courte flèche siffle dans l'air, et même le plus puissant chevalier peut s'effondrer au sol, touché par un coup mortel dont il ne ressentira peut-être même pas la douleur. Telle est l'arbalète, l'arme redoutée du Moyen Âge. Un chroniqueur de l'époque l'a décrite en ces mots. Irrésistible et violent est son tir. L'arbalète est vraiment une machine diabolique. Le malheureux touché par sa flèche meurt sans même ressentir ce coup. Il n'est pas étonnant qu'à son époque, l'arbalète inspirait la terreur même aux seigneurs nobles sur le champ de bataille. L'arbalète parvenait à percer l'armure des chevaliers et permettait aux fantassins ordinaires de menacer mortellement même les cavaliers d'élite. Au Moyen Âge, elle devint le symbole d'une innovation militaire qui bouleversa les règles du jeu existantes. Pourquoi donc les armées qui utilisaient une telle arme avec succès ont-elles finalement cessé d'employer les arbalètes ? Comment est-il possible que quelque chose d'aussi efficace ait soudainement disparu des champs de bataille après des siècles ? Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement quand et comment l'arbalète domina les guerres européennes, mais surtout pourquoi elle finit par tomber dans l'oubli. Dans un moment, nous révélerons non seulement les raisons technologiques, mais aussi les contextes sociaux et culturels, des interdictions ecclésiastiques à l'avènement de la poudre à canon. Restez avec nous, car nous attend l'histoire fascinante de l'ascension et de la chute de l'une des armes les plus révolutionnaires du Moyen Âge. L'arbalète comme arme de poing apparut en Europe dès l'Antiquité, mais après la chute de l'Empire romain. Elle disparut presque. Sa renaissance eut lieu vers le Xe au XIe siècle, et elle se répandit rapidement à travers le continent, probablement grâce au contact via la Méditerranée et les croisades. Au haut Moyen Âge, l'arbalète comptait déjà parmi les armes d'infanterie les plus répandues et les plus redoutées. Pourquoi ? Contrairement à l'arc classique, elle n'exigeait pas des années d'entraînement, ni une force physique extraordinaire du tireur. Il suffisait de tendre l'arbalète. Bien que pour les types les plus puissants, ce ne fut pas facile. La tension de l'arc pouvait dépasser 300 kg, et pour la bander, il fallait utiliser un treuil ou un cric d'enclencher la flèche et de presser la détente. Même un soldat relativement inexpérimenté pouvait ainsi facilement tirer un projectile qui n'avait rien à envier par sa violence au tir d'une arquebuse de l'époque. De plus, l'arbalète pouvait être tenue bandée et prête au tir, si bien que le tireur pouvait viser calmement et précisément au moment idéal, contrairement à l'archer, qui devait après avoir tendu rapidement lâcher la flèche. C'est pourquoi on appelait autrefois en tchèque l'arbalète samostril, c'est-à-dire une arme qui tire d'elle-même. Accessibilité et puissance. L'arbalète rendit le tir efficace accessible aux couches larges, tandis que l'arc long anglais n'était maîtrisé que par un archer bien entraîné, souvent exercé depuis l'enfance. L'arbalète était maîtrisée en peu de temps, même par un bourgeois ou un paysan ordinaire appelé aux armes. Le prix d'une arbalète était négligeable comparé à l'équipement d'un chevalier, tandis que le combattant noble investissait une fortune dans un cheval, une armure et une épée. Le simple arbalétrier n'avait besoin que de son arme, d'une corde de rechange et d'assez de flèches. Selon les témoignages historiques, même une personne moins fortunée pouvait se permettre une arbalète, et une simple flèche de cette arme pouvait tuer même un roi. En témoigne le cas célèbre du roi anglais, Richard Ier, dit Cœur de Lion, qui fut mortellement touché en 1199 par un trait d'arbalète lors du siège du château de Chalut. L'ironie du sort était que Richard était non seulement victime, mais aussi grand partisan des arbalètes. Il comptait parmi les meilleurs tireurs de son époque, et lors des croisades, il s'appuyait sur ses arbalétriers. Par exemple, durant la marche vers Jérusalem en 1191, les tireurs d'arbalètes de Richard parvinrent à tenir en respect les archers constamment harcelants du sultan Saladin. Les arbalètes prouvèrent ainsi leur caractère indispensable, même dans les mains des troupes chrétiennes contre les archers musulmans en Orient. L'efficacité des arbalètes
bouleversa si profondément le rapport de force traditionnel qu'elle suscita l'opposition de l'élite de l'époque. L'ornement des batailles avait été jusque-là le chevalier à cheval, incarnation du combat honorable, face à face. En revanche, l'arbalète permettait aux fantassins de se cacher derrière un rempart ou un pavois et de tuer l'ennemi à des dizaines de mètres de distance d'un seul tir. Les nobles regardaient donc souvent les arbalétriers avec mépris. Ils considéraient leur arme comme vile et déloyale. Cette opinion est illustrée par le fait que les tireurs d'arbalète étaient habituellement recrutés dans les couches inférieures ou à l'étranger. Par exemple, les unités lourdement armées d'arbalétriers génois servaient comme mercenaires dans de nombreuses armées, et bien qu'ils fussent appréciés pour leur précision mortelle, les chroniques chevaleresques les mentionnent avec mépris. L'arbalète n'était cependant pas seulement l'arme des fantassins. Parfois elle fut utilisée avec succès aussi par les cavaliers. Par exemple, l'empereur Frédéric II, au XIIIe siècle, déploya une unité d'arbalétriers à cheval de Hongrie comme force mobile rapide qui tournait autour de l'ennemi et le criblait de flèches. L'hostilité envers les arbalètes atteignit son sommet sur le terrain ecclésiastique. Dès la fin du XIe siècle, le pape Urbain II condamna prétendument sur l'insistance des chevaliers l'arme cruelle qu'était l'arbalète. Le décret le plus célèbre est cependant la décision du deuxième concile du Latran en 1139, qui interdit l'usage des arbalètes, et même des arcs, dans les guerres entre chrétiens. L'Église désigna alors l'arbalète comme une arme haïe de Dieu, en raison de son immense capacité destructrice. Celui qui l'utiliserait contre un autre chrétien devait tomber sous l'anathème, excommunication. Cette interdiction était exceptionnelle. Dans l'histoire, il fut rarement attribué à certains types d'armes une telle condamnation morale. Quel fut le résultat? Paradoxalement, l'arbalète survécut à l'interdiction sans dommage. Il s'avéra que les commandants nobles maudissaient peut-être l'arbalète dans les assemblées, mais sur le champ de bataille, ils n'entendaient pas y renoncer. Quand il fallut livrer une vraie guerre, l'efficacité des arbalètes l'emporta sur les scrupules moraux. Selon les chroniques de l'époque, les arbalétriers continuèrent à former une partie intégrante des armées du XIIe et XIIIe siècle, et aucun anathème papal n'y changea rien. Même l'empereur allemand, Conrad III, qui au début respecta l'interdiction ecclésiastique et retint ses soldats pendant 13 ans, dut finalement autoriser de nouveau les arbalètes à ses unités. Sinon, il aurait considérablement pris du retard par rapport à ses voisins. Au lieu d'éradiquer les arbalètes, l'interdiction apporta donc plutôt leur diffusion encore plus grande. En Europe, on commença à fabriquer et vendre les arbalètes en grand. Par exemple, dans les villes italiennes, et même à Prague, fonctionnaient des ateliers d'arbalétiers et des corporations qui livraient annuellement au marché des milliers d'armes pour la noblesse et les milices urbaines. Malgré les proclamations sur la machine diabolique, l'arbalète devint une partie standard de l'art de la guerre. L'âge d'or de l'arbalète peut être daté approximativement du XIIe au XIVe siècle. À cette époque, l'arbalétrier sur le champ de bataille passait pour le roi des soldats à pied. Les unités d'infanterie armées d'arbalètes parvenaient à défendre les fortifications et à affronter les charges de cavalerie des chevaliers, pourvu qu'elles fussent protégées du contact direct. Elles étaient souvent déployées lors de la prise de châteaux et de villes. Lors des sièges, l'arbalète s'avérait excellente, car le tireur pouvait viser patiemment depuis un abri, et la haute capacité de pénétration des flèches blessait même les défenseurs derrière les créneaux. La cadence de tir plus lente de l'arbalète ne gênait pas tant, car les combats de siège étaient affaires de jours et de semaines, tandis qu'en bataille ouverte tout se déroule beaucoup plus rapidement. Et c'est justement là que commencèrent à se montrer aussi les limites de l'arbalète. Dès qu'il fallut livrer un affrontement de manœuvre rapide en terrain découvert, l'arbalète pouvait se trouver en difficulté. Nous le verrons dans l'affrontement célèbre suivant, le duel entre arbalètes et arcs anglais. Transportons-nous un moment en 1346 dans le nord de la France, où se prépare la bataille de Crécy. D'un côté le roi anglais, Édouard III, et ses célèbres archers aux arcs longs anglais. De l'autre, l'armée française, comptant entre autres sur de nombreux rangs d'arbalétriers de Gênes.
Les Français croient qu'une salve de milliers d'arbalètes désorganisera les rangs ennemis. Les arbalétriers tendent leurs armes à l'aide de leviers et d'appuis, placent de lourdes flèches d'acier et attendent l'ordre de tirer. Face à eux se dressent les masses d'archers anglais, qui ont déjà préparé plusieurs flèches glissées derrière les cordes de leurs arcs, prêts à faire pleuvoir sur l'ennemi une pluie mortelle. Il commence à pleuvoir. Les cordes des arcs des Anglais sont heureusement décrochées et cachées, tandis que les cordes des arbalètes s'humidifient. Au moment décisif, retentit le cor, et les tireurs génois lâchent la première volée de flèches. Certaines atteignent le but, et touchent les rangs anglais, mais beaucoup tombent au sol sans dommage à cause de la pluie et de la grande distance. Les archers anglais ripostent aussitôt. Leurs longues flèches sifflent dans l'air l'une après l'autre. Chaque archer peut tirer 5 à 10 flèches par minute, tandis que l'arbalétrier à peine une ou deux. Avant que les arbalétriers génois ne tentent de nouveau leurs armes, tombent sur eux d'autres et d'autres salves de flèches anglaises. La situation se transforme rapidement en massacre. Les arbalétriers, privés de la possibilité de riposter rapidement et sans protection suffisante, paniquent et se mettent en retraite. Les chevaliers français, indignés par l'échec de leurs mercenaires, les massacrent prétendument dans leur fuite, avant d'attaquer eux-mêmes, tête baissée vers les flèches anglaises. Le résultat de la bataille est une catastrophe pour les Français, et un triomphe pour les archers anglais. Cette scène dramatique montra clairement l'un des inconvénients de l'arbalète, le tir plus lent et la dépendance aux conditions extérieures. Quand il n'y eut pas le temps d'utiliser un abri, les pavois que les tireurs génois n'avaient pas à portée de main, à Crécy, et quand les arbalètes s'humidifièrent, les arbalétriers subirent de la part des archers, tirant rapidement une défaite écrasante. Le rapport de la bataille de Crécy fit le tour de toute l'Europe, et de nombreux commandants militaires se rendirent compte que dans un certain type d'affrontement, l'arc traditionnel pouvait avoir l'avantage sur l'arbalète. Les Anglais célébrèrent ensuite avec les archers d'autres victoires dans la guerre de 100 ans, par exemple à Poitiers, en 1356 et quelques générations plus tard, à la bataille d'Azincourt en 1415, ce qui confirma définitivement le potentiel destructeur du tir à l'arc massif. D'ailleurs, en Angleterre, on misait sur l'arc long de manière durable. Par un entraînement régulier au tir à l'arc dès le plus jeune âge, ils parvenaient à former des tireurs d'élite. Les archéologues indiquent que les squelettes d'archers anglais portaient les traces d'un effort extrême, colonne vertébrale courbée et os des bras excessivement développés, qui en nombre et en rapidité de tir dépassaient à haute unité d'arbalétrier. Là où existait une forte tradition de tir à l'arc, Angleterre, pays de Galles, et par exemple aussi les Hussites en Bohême, qui outre les arbalètes utilisaient aussi des arcs réflexes de type oriental. L'arbalète était partiellement évincée. Cependant, on ne peut affirmer qu'une bataille a signifié la fin immédiate de l'ère des arbalètes. Loin de là. L'arbalète conserva son rôle dans la guerre par la suite. On vit seulement qu'elle n'était pas invincible. Dans les décennies suivantes du XIVe et XVe siècle, les unités d'arbalétriers figurent encore dans les armées de la plupart des pays européens, y compris la France, l'Italie, les États allemands ou les terres tchèques pendant les guerres hussites. Une tactique appropriée parvenait à compenser les faiblesses de l'arbalète. Les arbalétriers se déployaient par exemple de manière à être protégés de l'attaque directe de la cavalerie et du tir massif, que ce soit par le terrain, la fortification de chariots, comme chez les hussites, ou de grands pavois fichés en terre devant les tireurs. Depuis ces abris, les arbalètes prouvaient de nouveau leur efficacité mortelle. Dans les batailles, les chevaliers continuaient à tomber en nombre que personne n'avait pu imaginer auparavant, et l'armure chevaleresque devenait donc de plus en plus lourde et résistante, pour résister au moins un moment aux traits perforants des arbalètes ou des arcs. Commença une course à l'armement. Arbalètes et arcs plus puissants, voici plaques et casques plus solides. À la fin du XIVe siècle, les chevaliers avaient une armure de plate complète de qualité. Mais les armuriers fabriquaient en même temps de puissantes arbalètes à coups de pied, avec treuil, appelées aussi arbalètes à tour ou hacquebut, à ne pas confondre avec l'arme à feu,
capable de percer de nouveau cette armure. Il semblait que l'équilibre entre défense et attaque se déversait constamment d'un côté à l'autre. Mais alors apparut sur scène un nouveau facteur qui bouleversa cet équilibre une fois pour toutes. Dans cette vidéo, nous arrivons maintenant au moment clé. Dans un instant, vous découvrirez comment la poudre à canon et les armes à feu mirent progressivement fin à la domination des arcs et des arbalètes sur le champ de bataille. À la fin du Moyen Âge, la poudre à canon entra dans l'art de la guerre européen, et avec elle les premières armes à feu. Dès le XIVe siècle apparurent de primitives arcs-buts à main et les premiers canons. Au XVe siècle, les suivirent ensuite les arquebuses et mousquets à mécanismes à mèche. Au début, il s'agissait d'une nouveauté technique, avec de nombreux défauts. Les armes à feu de l'époque étaient en lourdes, se chargeaient laborieusement et au tir produisaient un bruit assourdissant et des nuages de fumée, sans garantir un impact précis. Au combat rapproché, elles avaient en outre besoin de protection contre la cavalerie. Le tireur, avec une arquebuse en cours de chargement, était une proie facile pour le chevalier l'épée tirée, s'il n'avait pas près de lui une unité de piquier pour la défense. Il n'est pas étonnant que l'arbalète résistât au début assez bien à la concurrence des armes à feu. De nombreux commandants, au XVe siècle, considéraient les premières armes à feu plutôt comme un complément à l'arsenal, quelque chose comme des tubes bruyants pour effrayer l'ennemi ou briser une formation, tandis que le travail principal sur le champ de bataille était encore accompli par les épées, lances et arbalètes. Un changement absolument fondamental survint cependant dès que les armes à feu commencèrent à se perfectionner. Les arquebuses vers 1500 connut l'un des améliorations. On ajouta un appui d'épaule, crosse, semblable à celui de l'arbalète. On introduisit un mécanisme de détente, platine à mèche, et progressivement, on allégea et affina le canon. Soudain, il y eut là une arme à feu qu'on pouvait assez facilement porter et viser, et qui d'une mèche d'allumage tirait pratiquement de la même manière que l'arbalétrier pressait la détente. D'ailleurs, beaucoup des premières arquebuses ressemblaient à des arbalètes transformées en bombardes. Elles reprirent d'elles la crosse et la forme générale. Dès que les armes à feu de ce type furent déployées en plus grand nombre, commencèrent à se montrer leurs avantages sur les arbalètes. Même si le tir individuel d'une arquebuse n'était pas toujours aussi précis, la balle lancée par l'explosion de poudre avait une énorme capacité de pénétration. Le projectile de plomb parvenait à bout portant à percer même la meilleure armure de plate, comme la flèche de l'arbalète la plus puissante, et causait encore de vastes blessures par l'impact écrasant. Du point de vue de l'énergie cinétique, la balle eut bientôt l'avantage, et qui plus est, les armes à feu n'avaient pas besoin de force pour se tendre, ni de treuil compliqué. Il suffisait de verser la poudre, de bourrer, d'allumer la mèche, et bang, fini. Le tireur d'arquebuse n'avait pas besoin d'être un gaillard costaud. Le fusil bandait tout seul. Là où l'arbalète comptait sur les muscles humains, bien qu'assisté par un levier ou un treuil, l'arquebuse comptait sur la force chimique de la poudre à canon. Grâce à cela, il était plus simple de trouver et d'entraîner des tireurs. La condition physique cessa de jouer un rôle. Qu'importait que l'arquebusier ne parvint qu'à un coup par minute et chargeait ensuite une demi-minute. Ce n'était pas beaucoup moins que l'arbalétrier lourd avec treuil, et surtout on pouvait par le nombre de tireurs et la coordination compenser bien des choses. L'effet psychologique des nouvelles armes était aussi significatif. Imaginons la scène. Les chevaliers habitués au sifflement des flèches entendent soudain des détonations assourdissantes, voient dans vos cours des éclairs et sentent la fumée de la poudre à canon. Les chevaux s'affolent, les formations se brisent, même si la balle ratait. La peur de l'inconnu agissait de manière destructrice sur le moral. Déjà les guerres hussites en Bohême, début du XVe siècle, montrèrent combien pouvait être efficace la combinaison de la fortification de chariots et des armes à feu contre la cavalerie féodale. Les hussites furent parmi les premiers à déployer massivement les armes à feu et les houfnis, canons légers, qu'ils combinaient avec les arbalètes éprouvées dans leurs fortifications de chariots. Leurs adversaires,
les croisés lourdement armés, tombèrent souvent avant même de parvenir à portée de leurs épées. De même, les Ottomans, pendant les combats en Europe du Sud-Est au XVe siècle, utilisèrent les arquebuses contre la cavalerie hongroise. De telles expériences commencèrent à se répandre. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les armées avancées formaient déjà des unités mixtes. À côté des lanciers et arbalétriers apparaissent les premiers arquebusiers. Par exemple, la célèbre compagnie noire du roi Mathias Corvin en Hongrie, actuelle Hongrie, avait à la fin du XVe siècle prétendument jusqu'à un quart de soldats armés d'armes à feu. De même en Europe occidentale, vers 1500, les tireurs avec arquebuse formaient environ un dixième de l'infanterie. Cela peut sembler peu, mais c'est un chiffre étonnant si l'on se rend compte qu'un demi-siècle plus tôt, de telles armes n'étaient pas qu'une curiosité. La technologie des armes à feu se perfectionnait rapidement et devenait de plus en plus bon marché et accessible. Et dès que les commandants militaires découvrirent comment les manier tactiquement, le sort des arbalètes commença à se réaliser. L'innovation clé au début du XVIe siècle fut l'introduction du tir de salve coordonné. Les unités espagnoles et allemandes développèrent progressivement une méthode pour tirer des arquebuses continuellement en rang. Le premier rang tire, se retire pour charger. Pendant ce temps, le rang suivant tire, etc. Ces deux salves rotatives, plus tard perfectionnées par Maurice d'Orange aux Pays-Bas, permirent que l'ennemi soit sous une grêle incessante de balles. Aucun arc ni arbalète ne pouvait faire quelque chose de tel, où le tireur devait toujours après le tir longuement charger ou tendre. Même s'il se relayait, le rythme n'était pas comparable aux mousquets qui crépitaient. Vers 1550, dans les armées européennes de pointe, survint donc la rupture. Presque chaque formation d'infanterie incluait maintenant des unités de piquiers, lanciers et de tireurs avec arquebuse ou mousquet, à quoi on commença à donner le nom de tactique, pique et tir, pike and shot. Par exemple, le tercio espagnol, les célèbres formations combattantes du XVIe siècle, combinaient les longues lances contre la cavalerie et les armes à feu pour l'appui de feu. Et remarquons ce qui manque dans cette organisation, l'arbalétrier. Pour se représenter combien rapidement la situation changea. Vers 1420, dans une armée européenne typique auraient servi des centaines d'arbalétriers et seulement une poignée d'armes à feu. Tandis que 100 ans plus tard, en 1520, les rangs étaient déjà bordés de centaines d'arquebusiers et vous auriez cherché en vain des arbalètes. Pendant la première moitié du XVIe siècle, se montra définitivement que les armes à feu apportaient aux armées un avantage décisif. Tirer de l'arbalète cessa soudain d'être si attrayant quand l'adversaire disposait d'arquebuses bruyantes mais mortelles capables de percer toute armure. Les arbalètes commencèrent à être perçues comme une technologie dépassée. Encore dans les premières décennies du XVIe siècle, de nombreuses armées avaient formellement des arbalétriers, mais leur nombre diminuait. Souvent, il y eut un simple réarmement. Les unités d'arbalétriers furent équipées d'arquebuses, et les tireurs originaux se reconvertirent au nouveau type d'armes. Par exemple, en 1525 à la bataille de Pavie, célèbre affrontement où les impériaux avec des armes à feu écrasèrent la cavalerie française et capturèrent le roi François Ier. Les arquebusiers jouaient déjà le rôle principal, non les arbalètes. Les chevaliers français y tombèrent, sous les balles des tireurs espagnols. La même chose faisaient auparavant les flèches d'arbalète. Mais des arbalètes plus lentes n'auraient pu faire un tel carnage en si peu de temps. La nouvelle époque exigeait un nouveau rythme de combat. Il faut mentionner aussi les raisons économiques et logistiques du recul de l'arbalète. Une arbalète d'acier puissante était un mécanisme assez complexe. Elle combinait un arc de bois ou de métal, une corde de fibre solide, un mécanisme de détente, la noix, et souvent en plus, un treuil de tension ou un système à levier. La fabrication d'une arbalète de qualité exigeait des artisans habiles et de bons matériaux, et son entretien n'était pas trivial. Il fallait cirer la corde, la protéger de l'humidité. L'arc pouvait se fendre.
En revanche, l'arquebuse, bien qu'elle eût aussi besoin d'un forgeron pour la fabrication du canon et d'un serrurier pour la platine, pouvait progressivement être fabriquée en plus grande série et de manière standardisée. Les balles pour les armes à feu pouvaient être coulées à bon marché dans le plomb, tandis que les flèches d'arbalète exigeaient plus de travail dans la fabrication, hampes de bois, empennage, pointes de métal. Aussi le transport des munitions joua un rôle. Un sac de poudre à canon et une poignée de balles de plomb fournirent aux soldats beaucoup plus de coups qu'un carquois de flèches volumineuses. L'industrie d'armement du début de l'époque moderne se concentra donc sur les armes à feu. Elles devinrent la technologie stratégique dans laquelle les souverains investirent, fondant de nouvelles armureries et poudreries. Les arbalètes se trouvèrent en marge de l'intérêt. Vers 1550, en Europe continentale, on trouve à peine une grande bataille où se seraient affrontées des unités d'arbalétriers. Les manuels et doctrines militaires de l'époque mentionnent encore l'arbalète, mais plutôt comme complément ou solution extrême, là où la poudre n'est pas disponible. Par exemple, dans les expéditions outre-mer vers l'Amérique au début du XVIe siècle, les Espagnols prirent au début aussi des arbalètes, car dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale, la poudre à canon était sujette à l'humidification. Mais dès que la situation le permit, ils les remplacèrent par des arquebuses. Hernán Cortés, lors de la conquête du Mexique, 1519 à 1521, avait dans ses unités encore quelques arbalétriers. Mais quelques dizaines d'années plus tard, les tercios espagnols en Europe n'utilisaient déjà plus aucune arbalète. Dans des pays comme l'Angleterre, qui s'appuyait traditionnellement sur les arcs, l'arc survécut encore un peu plus longtemps que l'arbalète. Les lois anglaises exigeaient encore, jusqu'au milieu du XVIe siècle des hommes, un entraînement régulier au tir à l'arc. La pratique montra cependant que même les archers les plus puissants étaient impuissants contre les mousquetaires modernes. Le dernier grand duel de tir utilisant arc et arbalète se déroula quelque part au milieu du XVIe siècle. Dès lors dominent les champs de bataille définitivement les armes à feu. Les mousquets et pistolets de plus en plus perfectionnés au XVIIe siècle causèrent ensuite que même l'armure lourde de chevalier devint inutile. Aucune armure ne tenait plus contre un projectile volant du canon. Paradoxalement, les armes à poudre atteignirent ce que l'arbalète seule ne parvenait pas à faire, mettre fin à l'ère des chevaliers en armure. L'arbalète joua là le rôle de pionnière. Elle montra qu'il n'y avait pas d'élites intouchables et qu'une arme dans la main d'un fantassin ordinaire pouvait vaincre même un noble cuirassé. Seule la poudre à canon poussa cela jusqu'au bout et évinça non seulement les chevaliers, mais aussi l'arbalète elle-même. Cependant, la fin complète de l'arbalète n'arriva pas du jour au lendemain. Encore au cours du XVIe siècle, on trouve des mentions d'utilisation limitée d'arbalètes dans certains conflits mineurs ou situations spéciales. Par exemple, lors de la défense des côtes contre les pirates, ou dans les garnisons de forteresses éloignées, les arbalètes se maintinrent un peu plus longtemps, surtout s'il y avait manque de poudre à canon. Il existe des témoignages qu'à la fin du XVIe siècle, certains tireurs sur la côte atlantique utilisaient des arbalètes pour bombarder les navires ennemis silencieusement la nuit. Même encore en 1589, dans le cadre de l'armada anglaise, un arbalétrier tua prétendument le mari de la célèbre héroïne espagnole Maria Pita lors de la défense de la ville de la Corogne, illustration du fait que l'arbalétrier pouvait apparaître même à une époque où les canons tonnaient déjà depuis longtemps. Mais c'était plutôt les derniers tirs du passé. Dès le XVIIe siècle, on ne rencontre donc pratiquement plus l'arbalète dans les armées régulières. Seulement exceptionnellement, elle apparut encore plus tard. On raconte par exemple que pendant les guerres napoléoniennes au début du XIXe siècle, certaines milices espagnoles sur la côte utilisaient des arbalètes pour le bombardement silencieux, car elles n'avaient pas besoin de poudre à canon et ne se trahissaient pas par l'éclat. Il s'agissait cependant plutôt d'une tentative désespérée dans la nécessité. Dans les grandes batailles du XVIIe siècle, on ne rencontre plus du tout d'arbalètes. De l'ancienne reine des armes de trait,
Elle devint une curiosité dépassée. Pourtant l'arbalète ne disparut pas complètement. La chasse et le sport, ce furent les domaines où l'arbalète survécut d'autres siècles. Les nobles au début de l'époque moderne continuaient volontiers à utiliser des arbalètes lors de la chasse au gibier, car son tir ne produisait pas de bruit fort et n'effrayait pas tant la forêt environnante. On tirait aussi à l'arbalète sur des cibles lors de fêtes bourgeoises et de concours. D'ailleurs, dès le Moyen Âge existaient des confréries et corporations de tireurs qui organisaient des compétitions de tir à l'arbalète pour le divertissement. L'arbalète vécut donc dans la sphère civile, même si elle disparut du champ de bataille. L'histoire de l'arbalète nous montre comment la technique militaire évolue en cycle d'innovation. L'arme, qui était au XIIe ou XIIIe siècle une nouveauté révolutionnaire et causait l'effroi, devint quelques siècles plus tard dépassée. Les armées médiévales cessèrent d'utiliser les arbalètes parce qu'apparurent des moyens encore plus efficaces, les armes à feu. Et des révolutions similaires dans l'art militaire continuèrent. Les mousquets remplacèrent les mitrailleuses, la cavalerie remplaça les chars. Aujourd'hui peut-être les armes à feu classiques seront un jour remplacées par des systèmes laser ou électromagnétiques. L'histoire de l'arbalète fait donc partie de l'histoire plus large de la façon dont le progrès technologique change les règles du combat. L'arbalète apporta aussi dans l'art de la guerre une certaine démocratisation. Pour la première fois, un simple soldat put à distance abattre un puissant chevalier, ce qui rongea l'ancien ordre féodal et le prestige de la lourde cavalerie. Cela contribua à ce que dans les guerres commença à primer la discipline et la technologie, non seulement la bravoure personnelle des élites. Soit dit en passant, l'Église, qui au XIIe siècle interdisait les arbalètes, comme armes inhumaines, n'imposa déjà plus d'interdictions similaires sur les armes à feu. Contre le progrès sous forme de mousquets et canons, même les bulles papales ne purent plus rien. Il est intéressant que de nombreux éléments de l'arbalète aient survécu jusqu'à aujourd'hui dans les armes à feu modernes. Quand vous prenez aujourd'hui un fusil en main, vous le tenez très semblablement à la façon dont l'arbalétrier tenait son arbalète il y a 500 ans, appuyé contre l'épaule, visant par la mire sur la cible, et pressant la détente avec l'index. Celle-ci d'ailleurs, l'arbalète la introduisit comme première parmi les armes de poing. En un certain sens, l'arbalète prépara donc la voie à son successeur, l'arme à feu. Elle nous enseigna le concept de crosse, de visée et de détente. Et de manière surprenante, l'arbalète apparaît dans ses diverses formes, même dans l'art militaire moderne, bien que marginalement. Par exemple, pendant la guerre du Vietnam dans les années 60 du XXe siècle, les montagnards locaux du groupe des montagnards utilisaient des arbalètes de chasse traditionnelles pour le combat silencieux dans la jungle. Les membres américains des unités spéciales, combattant à leur côté, furent alors stupéfaits de voir combien silencieusement et efficacement ces armes simples pouvaient fonctionner, là où un tir de fusil aurait trahi la position. Cela inspira prétendument aussi l'armée américaine à des expérimentations avec le déploiement d'arbalètes modernes pour les opérations spéciales, par exemple pour l'élimination silencieuse de sentinelles, le tir de corde ou le lancement de cordes de sauvetage. Aussi dans d'autres armées, par exemple chinoises, les arbalètes modernes apparurent parfois dans l'équipement des forces spéciales. Par exemple, les unités russes, Spetsnaz, testèrent des arbalètes pliantes sur certaines missions où il faut un secret absolu. Même certaines unités de police spécialisées utilisent des arbalètes, par exemple pour lancer des fléchettes soporifiques, tendre des cordes ou tirer des filets dans des situations où l'usage d'une arme à feu serait trop risqué. Il s'agit cependant de cas très limités et exceptionnels. Les armes à feu restent le roi du champ de bataille pour l'instant, mais le développement continue, et un jour elles seront peut-être remplacées par des armes encore inimaginables. En conclusion, nous pouvons dire que l'arbalète changea le monde des guerres médiévales, et fut ensuite elle-même balayée par le changement du monde. Sa fin sur les champs de bataille nous enseigne cependant qu'aucune arme ne reste éternellement insurpassable. Vous avez certainement déjà vu une vieille arbalète dans l'exposition d'un château ou d'un musée.
Justement, ces témoins muets nous rappellent donc l'époque où les arbalètes régnaient sur les champs de bataille. Peut-être donc qu'un jour, les armes modernes d'aujourd'hui connaîtront le même sort que l'arbalète, et les générations futures les relègueront dans les musées grâce à des technologies dont nous ne faisons encore que rêver. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, donnez-lui s'il vous plaît un like, et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Je serai content que vous me rejoigniez encore la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir!